et je vis une vie détachée de la sexualité. Et ça ne me pose pas de problème, c'est un choix de vie. Mais en général, ce n'est pas un choix, c'est un renoncement. Et là, je dis vraiment aux hommes, faites des choix de vie, ne faites pas des renoncements. Donc, ne renoncez pas par vos peurs, ne renoncez pas par lassitude, par abandon. Choisissez soit d'avoir une vie sexuelle agréable ou de ne pas en avoir, mais c'est un choix. Salut à toi. Il y a quelques jours, j'ai réussi à discuter avec Pascal De Sutter. Pascal De Sutter, c'est un des plus grands sexologues francophones de tous les temps. Il a énormément contribué, notamment à la thérapie sexofonctionnelle. C'est la thérapie qui permet de vaincre l'éjaculation prématurée. Donc, cette interview, il est bourré de plein de bons conseils, plein de pépites. J'espère que tu vas l'apprécier à sa juste valeur. On va voir ça tout de suite. Bienvenue à toi, Pascal. Je suis très heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui parce que ta contribution dans le monde de la sexualité francophone est impressionnante. Tu es psychologue, tu es aussi conférencier, tu es écrivain, tu as écrit plus de 10 livres très intéressants, parmi lesquels figurent La mécanique sexuelle des hommes, L'érection, le désir, Dieu aime le sexe, qui est un titre franchement accrocheur. Tu es aussi chercheur à l'Université catholique de Louvain, enseignant, et tu as tout un certain nombre de fonctions hyper intéressantes. Tu es clairement un Renaissance man. Merci beaucoup. Je suis vraiment honoré. Ça me fait toujours bizarre d'entendre tout ça, mais ça me touche parce que ça me renvoie effectivement à cette carrière qui n'a pas toujours été évidente dans ce domaine-là, mais qui montre que quand vraiment on a une conviction forte, qu'on a vraiment envie d'apporter de la valeur aux gens dans leur vie sexuelle, il y a vraiment moyen de faire quelque chose et qu'effectivement, quand on tient bon, on peut y arriver. Merci. C'est top, super. Une petite question que je voulais te poser, parmi tous les livres du coup que tu as pu écrire, lequel est-ce que tu offres le plus spontanément à tes proches? Ça c'est particulier parce qu'avec mes proches, c'est toujours délicat d'offrir des livres sur la sexualité. Parce qu'il y a toujours un petit peu les gens qui disent oui, mais pourquoi est-ce qu'ils m'offrent ça? Est-ce qu'ils pensent que j'ai un problème ou quoi que ce soit? Et c'est d'ailleurs un vrai souci, c'est que la réalité, c'est que la majorité, et je dis bien, je pèse mes mots, la majorité des couples ont des difficultés sexuelles. Ce n'est pas une minorité, c'est une majorité. Donc, il faut savoir que vraiment énormément de personnes ont des difficultés sexuelles. Et pourtant, c'est un sujet tellement sensible, tellement tabou, que même parfois mes proches, des gens de ma propre famille, eh bien, ils n'osent pas en parler, ils n'osent pas s'exprimer à ce sujet-là, alors que, effectivement, comme tu viens de l'exprimer, je suis quelqu'un de reconnu dans ce domaine-là, il y a beaucoup de réticences. Heureusement, les choses évoluent, les choses bougent, et aujourd'hui, maintenant, des gens se documentent, et ça, c'est aussi magique que grâce à Internet, grâce au développement de la puissance d'Internet, on peut en toute discrétion avoir accès à des services de qualité pour traiter des problématiques sexuelles. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'en tout cas, j'ai écrit beaucoup de livres sur la sexualité et peut-être un des plus importants pour les couples que j'offrirais moi à des gens que je connais, c'est un livre qui s'appelle Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, que j'ai écrit avec ma collègue Julie Duchemin, parce que c'est un livre qui donne vraiment les clés pour être bien dans son fonctionnement sexuel en couple. Mais c'est pour ça que j'écris aussi d'autres livres, ça ne suffit pas toujours si on n'a pas soi-même les bonnes compétences pour soi-même fonctionner correctement avec quel que soit sa partenaire ou son partenaire. Ok. Il y a quelque chose qui m'a franchement impressionné quand j'ai commencé à parler avec toi. C'était la qualité de tes différents états d'esprit. Je trouve que tu as vraiment des états d'esprit gagnants, des états d'esprit qui, à mon avis, t'ont mené jusque-là. Quel état d'esprit, à ton avis, constitue, ou en tout cas aide un homme à devenir un bon amant?
La première chose, c'est de croire que c'est possible. Euh, c'est d'abord de se dire, oui, je peux devenir un meilleur amant déjà. D'abord, c'est croire que c'est possible et avoir l'humilité. Je crois que j'ai beaucoup réfléchi à la question. Moi-même, je peux ici dévoiler quelque chose de plus personnel. J'étais trop modeste, c'est-à-dire j'avais tendance à me diminuer, tendance à dire, ah, bah, si j'ai fait cette carrière, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance, ou tendance à dire que finalement moi-même j'étais un homme assez ordinaire, que finalement peut-être qu'on m'attribuait des qualités que j'avais pas. Donc j'avais cette modestie, et je crois que dans la sexualité, un homme ne doit pas être modeste. Au contraire, il doit savoir qu'il a un potentiel, qu'il peut être bon, qu'il peut être même très bon dans sa sexualité. Et je pense qu'un homme vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'un autre homme s'il est homosexuel, doit vraiment s'affirmer, être fier de lui. Et en même temps, il s'agit de ne pas être modeste, mais d'être humble. Ça veut dire d'avoir cette humilité, de se dire, je dois toujours apprendre, je peux toujours m'améliorer. Je pense avec ces deux qualités, à la fois être fier de soi, connaître sa valeur, quelle que soit son apparence physique, quel que soit son âge, quelle que soit même la taille de son sexe, parce que j'ai beaucoup de patients qui sont complexés, parce qu'ils pensent qu'ils ont un trop petit pénis, souvent ils le croient alors que ce n'est même pas vrai. Quelle que soit son apparence, c'est d'être fier de ce qu'on est, et en même temps avoir cette humilité de dire je peux toujours apprendre. Et moi, je le dis avec toute humilité, c'est que par rapport à la sexualité, j'en apprends tous les jours. J'en ai encore appris ce matin et j'en apprendrai probablement encore ce soir et encore demain. Donc vraiment, quand on a cette qualité de se dire c'est possible de faire n'importe quelle carrière et n'importe quelle vie sexuelle, quel que soit son état, on peut se dire ben oui, mais enfin, moi j'ai eu des patients de 70 ans, même des patients qui atteignaient presque les 80 ans et qui disaient je veux encore changer, je veux améliorer. C'était un problème d'éjaculation prématurée. Il disait je veux encore être meilleur à cet âge-là. Et bien ça, je trouve extraordinaire. Et cet homme-là, il pourra dire au bout de sa vie, au moins, j'ai réussi à surmonter ce qui, pendant des années, était quelque chose de difficile pour moi. Et je crois que c'est cette capacité que j'ai eue, j'ai peut-être eu la chance d'avoir été élevé dans cette ambiance où on peut vraiment réaliser beaucoup de choses, qui m'a permis de faire la carrière dont tu parlais. C'est magnifique. C'est deux états d'esprit que j'adore. Et effectivement, je l'ai aussi remarqué pour moi. Le fait de pouvoir se donner confiance, c'est clairement un grand atout. Et du coup, le penchant pour une femme, ça serait quoi? Qu'est-ce qui rend une femme sexy ou attractive, à ton avis? Eh bien, ça rejoint en partie ce qui est vrai pour un homme. D'abord, c'est une bonne estime de soi, y compris l'estime de soi sexuelle, qui est un concept qui également j'ai développé avec une collègue, qui est de s'accepter comme elle est. C'est-à-dire, peu importe qu'elle soit grande, petite, plutôt mince, plutôt forte, qu'elle soit jeune, qu'elle soit plus âgée, tout cela n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir une bonne estime de soi sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que je suis, eh bien, je peux me plaire à moi-même et je peux plaire à un homme, je peux plaire à une femme, je peux plaire à quelqu'un. Et ce qu'il y a de magique, c'est que c'est vrai en plus, parce que peu importe son apparence physique, on peut toujours plaire à quelqu'un. Moi, j'ai eu une expérience très forte au Canada. Je vivais à côté d'un homme qui avait souffert d'un grave handicap de naissance. Il était euh, plus petit qu'un nain. Il mesurait, je pense, quelque chose comme 70 cm, 80 cm. Donc, il avait malheureusement de naissance un grave handicap. En plus, il n'avait pas de bras. C'était vraiment gravement handicapé. Et pourtant, cet homme était un homme extraordinaire. C'est un homme qui avait développé son propre business, qui faisait tout avec ses limitations personnelles, mais il ne s'en plaignait jamais. Et il a épousé une superbe femme. Et il avait un succès étonnant auprès des femmes, y compris sur le plan sexuel. Donc, vous avez là un homme qui avait pourtant tout contre lui et qui a pu démontrer dans sa vie. Moi, je me souviens, sa voisine, j'étais même jaloux de lui. C'était une superbe blonde aux yeux bleus. Elle était magnifique. Et elle était amoureuse de lui, et ils avaient une vie de couple et une vie sexuelle, alors que cet homme avait un lourd handicap au départ. Je vous dis, il n'avait pas de bras, pas de mains, donc il était vraiment lourdement handicapé. Eh bien, il m'a vraiment donné une leçon extraordinaire dans cette vie. J'en parle d'ailleurs indirectement dans mon roman Dieu aime le sexe, parce que je trouve que c'est un modèle de se dire, peu importe comment on est. Eh bien, donc pour les femmes, pour répondre à la question, la première chose qui me paraît fondamentale, c'est d'avoir effectivement cette capacité de se dire, comme je suis, je peux plaire, je peux charmer, je peux être sexy. La deuxième qualité est effectivement l'ouverture d'esprit. C'est de se dire, voilà, ce que je connais de la sexualité, pour le moment, c'est juste ce que je connais. Et je dois m'ouvrir à d'autres potentiels. Il y a tellement de femmes qui disent dès le départ, ah moi, voilà, je suis pas très porté sur le sexe. Eh bien, moi, je dis toujours à ces femmes-là, vous pouvez dire ça parce que c'est votre réalité d'aujourd'hui, mais ajoutez simplement ces trois mots importants, pour le moment. Donc, on peut très bien dire, j'ai un problème de vaginisme pour le moment. Je n'atteins pas l'orgasme pour le moment.
Parce que quand on dit ces 3 mots, c'est vraiment une porte magique, c'est une clé magique qui ouvre vers l'univers de l'infini des possibles. C'est-à-dire qu'on peut se dire, pour le moment, je souffre de ça, mais ça peut aller mieux différemment. Dans un homme qui a un problème d'éjaculation prématurée, il peut dire, en ce moment, j'ai ce problème d'éjaculation prématurée, je peux nier, c'est la réalité, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est momentané. Et j'aime beaucoup cette vision bouddhiste de la vie, qui est tout est impermanent. Donc, cette problématique, elle est impermanente, sauf si on ne prend pas les moyens de l'améliorer, ou si on reproduit toujours les mêmes comportements qui sont inappropriés. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu es un des pères fondateurs de la thérapie sexo-fonctionnelle qui a aidé, je pense, des milliers d'hommes à se sortir de l'éjaculation prématurée. Et pour ça, je te remercie énormément. Tout à fait, et je dois rendre hommage à un homme qui était un ami, un mentor aussi, qui est François de Carufel, et même aussi encore avant un autre grand mentor qui est Jean-Yves Desjardins, qui a fondé le département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. J'ai eu la chance d'être proche de ces 2 hommes qui ont vraiment été des exemples pour moi d'hommes qui vraiment ont consacré leur vie à développer la sexologie clinique. Parce que la sexologie clinique est une science récente, et il n'y a pas si longtemps, on était vraiment pratiquement nulle part. Il faut quand même savoir que la compréhension du clitoris en 3 dimensions, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années que vraiment c'est un peu connu. C'est extraordinaire qu'un organe aussi important il était très peu développé. Et la compréhension du fonctionnement sexuel, c'est pour ça qu'on appelle ça la thérapie sexo-fonctionnelle, le fonctionnement de la sexualité humaine était très, très peu connu encore il y a peu de temps. Et donc, ces personnes m'ont vraiment aidé moi-même à développer des compétences et des recherches là-dedans. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que la plupart des sexologues français, belges francophones, suisses francophones ont été formés à la sexo-fonctionnelle. Et c'est la méthode qui a été démontrée comme étant la plus efficace pour aider les personnes avec des difficultés sexuelles. Ouais. En termes d'efficacité, à combien est-ce qu'on est à peu près dans les outils? Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça dépend évidemment des problématiques. Il y a des problématiques qui sont un peu plus compliquées à traiter. Par exemple, le désir sexuel hypoactif chez la femme, on est aux alentours de 70% de succès. Ce qui est énorme parce qu'il faut bien se dire que ces femmes, c'est compliqué de les traiter parce qu'elles n'ont pas envie. Alors vous imaginez, donner envie à une personne qui n'a pas envie, c'est difficile. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, voilà, je vais donner le goût de manger des olives alors que la personne déteste les olives. Donc c'est vraiment un gros défi. Par contre, sur des problématiques comme l'éjaculation prématurée, on arrive aux gens qui vont jusqu'au bout du traitement. Et ça, j'insiste, il faut aller jusqu'au bout du traitement. Si évidemment on abandonne après 2-3 séances, ça ne compte pas. Mais les gens qui vont jusqu'au bout du traitement, on a des taux de succès qui sont énormes, de l'ordre de 95%. On atteint pratiquement les 100% des hommes qui vont jusqu'au bout parce que c'est des techniques tellement efficaces et tellement simples à mettre en œuvre. Quand on les met, on ne peut pas rater. Je dirais c'est comme rouler à vélo ou nager. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui, s'ils prennent des cours de natation, ils n'arrivent pas à nager. Ou que si on vous apprend à rouler à vélo, vous n'y arrivez pas. Alors peut-être des personnes avec des handicaps très profonds peut-être auront des difficultés, mais l'immense majorité des gens, quand ils appliquent les bonnes techniques, ça fonctionne. Par contre, vous jetez quelqu'un à l'eau sans lui donner des leçons de natation, c'est évident qu'il ne va jamais réussir à nager. Pourtant, tout le monde a ce potentiel. Donc vraiment, on a compris une chose avec mon collègue, c'est que la sexologie, c'est de l'apprentissage. C'est rien que ça. Dans l'immense majorité des cas, à part quelques problèmes physiologiques, quelques maladies, ou quelques vraiment problèmes de santé mentale graves, des gens qui sont schizophrènes, qui ont des graves problèmes de santé mentale ou de santé physique, l'immense majorité des dysfonctions sexuelles, c'est une question d'apprentissage. C'est que les gens n'ont pas fait les bons apprentissages. Ils ont au contraire pris de mauvaises habitudes. Quand on leur enseigne les bons apprentissages, on a vraiment des succès qui paraissent miraculeux, mais qui ne sont pas miraculeux. C'est simplement quand vous appliquez les bonnes choses, ça fonctionne bien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé ma vision du monde. J'ai pas peur de le dire, vraiment, de sortir de ce problème d'éjaculation prématurée. Et je pense que ça a contribué à renforcer cet état d'esprit que c'est possible si on se donne les moyens d'apprendre. Et l'apprentissage est vraiment la condition sine qua non. Il faut avoir pour ça l'humilité, comme je disais. C'est que le problème, c'est que pour les hommes, c'est vraiment très difficile. Et je comprends ça. C'est que la fierté masculine est ainsi faite que reconnaître qu'on a des limites sexuelles et les prendre en main, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment le saut, presque je dirais le saut quantique le plus important, c'est dire, voilà, je reconnais avec humilité que j'ai ces difficultés. Et en
plus, moi j'ai souvent observé, c'est que les hommes qui souffrent d'éjaculation prématurée peuvent être d'excellents amants par ailleurs. Ils peuvent faire d'excellents cunnilingus, ils peuvent être excellents pour les massages, ils peuvent être excellents pour plein de choses. Mais malheureusement, ils n'ont pas ce contrôle sur la venue de leur éjaculation. Et évidemment, ça gâche tout. Mais il faut avoir cette humilité de dire oui, je suis prêt à apprendre. Et oui, ça va prendre du temps. Et oui, ça va coûter de l'argent. Et ça, les gens ont de la difficulté. Moi, je me souviens de patients que je voyais en individuel qui trouvaient que les séances étaient trop chères. Ils avaient calculé que finalement, une thérapie, bon, pour vous donner un ordre de grandeur, le traitement complet, ça peut coûter entre 500 et 1000 euros pour donner un ordre de grandeur. Eh bien, ils trouvaient ça trop d'argent. Et puis, le même patient, je me souviens, il me dit « Ah, je suis content, j'ai acheté de nouvelles jantes à mon Audi. » Et j'avais calculé que le coût des jantes d'une Audi, ça coûtait à peu près 1500 euros. Donc, il voulait mettre des belles jantes à sa belle voiture pour peut-être séduire davantage les femmes, mais ça ne sert à rien d'avoir une belle voiture avec des belles jantes si au lit, on n'est pas à la hauteur. Et vraiment, je crois qu'il faut avoir cette capacité de se dire « Je veux investir dans ma vie sexuelle ». Alors, investir, ça veut dire quoi? J'investis en termes d'argent, parce que ça coûte, bien sûr, un bon traitement dans n'importe quel domaine. En médecine, c'est la même chose. Chez le dentiste, c'est la même chose. Vous voulez des belles dents, ça va vous coûter quelque chose. Mais après, avoir un beau sourire, ça change votre vie au niveau de la séduction. Eh bien, il faut être capable de dire, je mets de l'argent, mais aussi, et c'est tout aussi important, si pas plus important, je mets le temps et l'énergie pour appliquer, évidemment, les techniques, les méthodes qui me sont enseignées. Et ça ne se fait pas en un jour. Là aussi, on a essayé, avec mon collègue canadien, on a essayé de faire des formations en un week-end, en une soirée, parce que les gens voulaient aller très vite. Et ça ne fonctionne pas. Il faut accepter qu'il faut un peu donner du temps au temps. Et je fais cette comparaison souvent, c'est comme apprendre à nager. Je ne connais pas un moniteur de natation qui va vous dire qu'en une après-midi, vous allez apprendre à nager. Non, ça, vous devez prendre, ça prend plusieurs semaines, ça prend plusieurs mois, il y a vraiment un apprentissage. Ouais, je suis très d'accord avec cette vision-là. Tu parlais un petit peu avant du trouble de désir chez les femmes. Oui. Et c'est vrai que dans cette période de Covid, on a souvent des couples qui sont confinés tous les deux, marchent un peu les uns sur les autres. Comment finalement, quelles seraient pour toi certaines clés pour réussir à maintenir un certain niveau de séduction dans un couple qui est confiné? Alors, c'est compliqué parce que le désir se crée du manque. C'est un des principes fondamentaux à comprendre, c'est qu'on ne désire pas ce qu'on possède, on désire ce qu'on ne possède pas. Donc, d'ailleurs, dans mon livre « Les 12 lois universelles du bonheur amoureux sexuel », je parle de la loi de l'acquis. Quand quelque chose est acquis, eh bien, il ne vous manque pas et vous le négligez. Et donc, le problème, c'est quand on est en couple et qu'on est confiné, qu'on est l'un sur l'autre, forcément, il n'y a pas de manque puisque l'autre, il est toujours là. Donc, je dirais qu'une des premières choses, c'est un conseil concret, c'est effectivement créer un peu le manque. C'est de se dire un petit peu, on va peut-être dormir un soir, je dors sur le canapé, toi tu dors dans la chambre, juste pour créer un peu un espace et créer un manque. Le désir se nourrit de l'espace. On désire ce qu'on n'a pas, on désire ce qu'on peut avoir envie d'avoir, mais on ne désire pas. Si vous aimez une belle voiture, vous allez la désirer dans le showroom. Une fois qu'elle est dans votre garage, vous ne la désirez plus, vous la possédez. Et c'est le même principe au niveau amoureux, au niveau sexuel, et pour une femme comme pour un homme. Le deuxième point, c'est que le désir de la femme est quand même grandement lié à la qualité de sa vie sexuelle. C'est pour ça que quand une femme a un problème de désir, je demande souvent si l'homme ne souffre pas, par exemple, des troubles érectiles ou d'éjaculation prématurée. Parce que comment est-ce qu'une femme pourrait avoir envie de quelque chose qui n'est pas très agréable? C'est un peu comme quelqu'un qui n'aurait pas faim, mais forcément, son repas, c'est pas terrible, ou bien, genre, la personne peut commencer à manger son repas, puis au bout de 30 secondes, on lui retire son repas, on le jette à la poubelle. La personne va dire, bon, écoute, là, j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger, c'est bon. Donc, il faut vraiment se poser la question, quand une femme n'a pas de désir, est-ce que son partenaire est à la hauteur? Est-ce que lui-même met en place ce qu'il faut pour qu'elle ait du désir? Des études américaines ont montré que le désir des femmes est en particulier dans la qualité de ses orgasmes. Or, une femme ne peut pas jouir après 1 ou 2 minutes de pénétration, en moyenne statistique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-unes qui arrivent, mais c'est une infime minorité. Donc, il faut que l'homme puisse tenir suffisamment longtemps, il faut qu'il ait des érections convenables, et il faut surtout qu'il ait les bons gestes, les bonnes attitudes pour l'amener à un haut niveau de plaisir. Si la femme a plus d'orgasme, plus de plaisir, il y a déjà des chances qu'il ait plus de désir aussi. C'est un super élément de réponse parce que moi j'adore et je pense que c'est une vision aussi un petit peu bouddhiste de voir que tout est une forme de tension. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à créer de la tension, on n'arrivera pas à créer du désir.
Et... Effectivement, c'est vrai, si tout est acquis, il faut aussi se reconnecter à la gratitude. Hein, je le dis souvent, c'est aussi un principe philosophique, c'est de se dire, voilà, j'ai la chance d'avoir ce partenaire et je dois toujours me rappeler combien j'ai la chance d'avoir ce partenaire. À partir du moment où on pense que la personne est acquise, ben, il est là ou elle est là et c'est bon. Et bien à ce moment-là, on oublie à quel point c'est précieux d'avoir un ou une partenaire amoureuse dans sa vie. Donc c'est important de se connecter aussi à la gratitude. Ouais, ouais. Moi, tu vois, en aidant des hommes à réussir à retarder leur éjaculation, je suis assez confronté à la problématique de désir, mais plus pour même un désir solo, des hommes qui ont des difficultés de se masturber, ou alors qui perdent leur érection quand ils se masturbent. Est-ce que ça, c'est fréquent? Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que c'est un problème qui est de plus en plus fréquent? Comment est-ce que tu vois la chose? C'est intéressant parce qu'au départ, quand j'ai commencé mes études en sexologie, ça n'existait pratiquement pas. C'est comme si un homme a d'office du désir. On ne parlait pas de cette difficulté, même si on se doutait qu'elle devait exister certainement. Il n'y avait pratiquement pas de cas cliniques, il n'y avait pratiquement aucun homme qui consultait. Aujourd'hui, certaines études ont tendance à dire qu'il y aurait 20% des hommes qui ont vraiment un désir sexuel hypoactif, c'est-à-dire qui n'ont pas envie. Le sexe ne les intéresse pas. C'est énorme, ça veut dire un homme sur 5. Hein, donc, c'est vraiment des chiffres assez importants. Et donc, effectivement, il y a des hommes qui, en plus d'une difficulté d'éjaculation prématurée, n'ont pas de désir. Et du coup, l'un entraîne l'autre parce qu'ils n'ont pas de désir, ils ne font pas l'amour souvent. Et comme ils ne font pas l'amour souvent, ben, ils ont tendance à éjaculer plus vite. Et donc, comme ils éjaculent plus vite, ben, ce n'est pas très satisfaisant ni pour eux ni pour leur partenaire. Et donc, ils ont encore moins envie. Et ça fait un cercle vicieux qui fait que finalement, ils renoncent. Ils disent, bon, tant pis, moi, je ne suis pas porté là-dessus. Ça aussi, c'est une des choses que je pense qu'il est le plus important aussi à transmettre au public. C'est si vous renoncez, vous dites, ben voilà, moi, je ne suis pas fait pour le sexe, ce n'est pas mon truc. Euh, Là, évidemment, vous baissez les bras et les gens font ça trop souvent dans plein de domaines. Moi, je connais des gens qui disent, bah voilà, moi, le sport, j'aime pas trop ça, je suis trop gros, je ferai jamais du sport. Non, on peut apprendre à aimer le sport à n'importe quel âge. On peut apprendre à aimer l'activité physique. Il suffit de trouver son activité physique. Bon, si vous n'avez pas le jogging, ben, à ce moment-là, faites de la marche. Si vous n'avez pas la marche, ben, faites de la natation. Si vous n'avez pas la natation, faites du vélo. Il y a toujours moyen de trouver les choses qu'on aime. Et dans le sexe, c'est exactement la même chose. On a trop de croyances en disant, bah voilà, moi finalement j'ai essayé, ça s'est pas bien passé, je suis pas très bon, j'éjacule trop vite, j'ai pas très envie. Bon bah c'est comme ça, tant pis, je renonce. Alors j'ai aucun problème à ce que des gens, de manière vraiment en pleine conscience, disent finalement moi je me détache du sexe, un peu comme certains philosophes ou ermites, et je vis une vie détachée de la sexualité. Et ça me pose pas de problème, c'est un choix de vie. Mais en général, c'est pas un choix, c'est un renoncement. Et là, je dis vraiment aux hommes, faites des choix de vie, ne faites pas des renoncements. Donc, ne renoncez pas par vos peurs, ne renoncez pas par lassitude, par abandon. Choisissez soit d'avoir une vie sexuelle agréable ou de ne pas en avoir, mais c'est un choix. Et donc, effectivement, le désir chez les hommes est en baisse constante actuelle. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Il y a même des hypothèses qui sont liées au taux d'hormones femelles qui circulent en ce moment dans la nature, dans l'eau qu'on boit, dans la nourriture qu'on mange. Il y a de plus en plus d'hormones féminines. Et on demande si ça n'affecte pas effectivement le désir masculin, puisque le désir masculin il est en partie lié à la testostérone. Donc ça, c'est sur le plan physiologique. Moi, je crois que l'explication n'est que partielle. Il y a probablement des explications aussi sociologiques. C'est que les hommes ne trouvent plus vraiment leur place. Autrefois, la rôle de l'homme, il était clair, il était net. Un homme, c'est un homme, ça fait son service militaire, c'est un guerrier, il est puissant, il prend la femme, il saute dessus. Il ne se pose pas trop de questions. Je suis heureux qu'on n'est plus dans cette époque-là et que c'est évolué. Je m'en réjouis. Et en même temps, il y a des hommes qui se féminisent. Et donc, ils commencent à avoir des problèmes de femmes, y compris des problèmes de désir. Donc, je pense qu'il y a vraiment toutes sortes d'explications sociologiques, peu importe les explications. Ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Hum, hum. Et moi, quand je pense aux troubles de l'érection, une des explications sociologiques que j'y trouve, ça serait certainement la pornographie. Toi, quel est ton point de vue autour de la pornographie? Quelle place est-ce que tu penses, est-ce que la pornographie a dans la sexualité ou dans notre société? Alors, c'est difficile de répondre brièvement à cette question parce que je viens de donner un cours de 4 heures sur la pornographie et son impact sur la sexualité. Donc, c'est d'être extrêmement bref. C'est un sujet que je trouve extraordinaire. Hein. C'est un sujet fascinant parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde consomme de la pornographie, en particulier les hommes. Et cette pornographie, je ne porte pas de jugement sur la pornographie. Je pense que c'est ni bien ni mal. La pornographie, je dirais, c'est comme le feu.
Le feu, ça peut être génial, ça réchauffe, ça fait du bien et ça détruit. La pornographie, c'est exactement la même chose. La pornographie, ça peut être génial, ça peut donner des idées de fantasmes, ça peut permettre de voir des choses sexy ou permettre à des gens qui sont isolés ou qui n'ont pas de partenaire de se défouler un petit peu. Et en même temps, c'est extrêmement toxique quand c'est mal utilisé. Je crois que c'est vraiment un mauvais usage de la pornographie qui crée les problèmes. Et effectivement, ça crée des troubles érectiles, ça crée des problèmes d'éjaculation prématurée, ça crée des tas de problèmes parce que les gens font un très mauvais usage de la pornographie. Et une mauvaise connaissance de la pornographie ici. Ils ne comprennent pas que c'est du cinéma dans la plupart du temps, ils ne comprennent pas qu'il y a des montages, ils ne comprennent pas que ça ne montre pas une sexualité fonctionnelle, mais ça montre une sexualité qui est juste faite pour exciter les hommes qui regardent, que ça n'a donc pas une fonction d'apprentissage. Et ils regardent en plus les mauvais films, je dirais les films qui ne les aident pas à s'améliorer. Donc effectivement, quand la pornographie est utilisée comme modèle, c'est un vrai problème. Si la pornographie est utilisée, pour moi, pour son usage récréatif et son usage imaginatif, ça peut être un bon modèle, voire même ça peut parfois stimuler des hommes. On parlait d'hommes qui ont un trouble du désir. Moi, je conseille régulièrement à mes patients qui n'ont pas assez de désir de presque se forcer à regarder des films pornographiques pour attiser le désir dans leur cerveau et sécréter des substances neurochimiques par la vision de choses sexuelles et ça les réveille en quelque sorte à la sexualité. Donc, quand c'est bien utilisé, la pornographie, c'est génial. Malheureusement, c'est très souvent mal utilisé. Donc, il y a aussi tout un travail de décodage à faire. Et c'est un travail que je fais et que probablement tu fais aussi, c'est d'expliquer, voilà, attention, si vous reproduisez ce que vous voyez dans les films pornographiques classiques dans votre vie à vous, il y a 9 chances sur 10 que ça ne va pas bien se passer. Si par contre, vous en prenez certains ingrédients et que vous les transformez avec les compétences que vous avez acquises de votre fonctionnement sexuel, là, ça peut être génial. Parce que là aussi, on peut faire des fantasmes extraordinaires avec sa partenaire, mais pas si on fait comme dans un film pornographique, parce que si vous pilonnez sans arrêt une femme comme ça, comme un enragé, d'abord vous allez éjaculer vite, vous allez perdre votre érection. J'ai eu la chance, c'est que j'ai rencontré Rocco Siffredi en vrai, sur un plateau de tournage, et je dis souvent sur le plateau de tournage, mais je précise, pas d'un film porno, c'était une émission de télévision, et il m'a beaucoup appris, franchement, parce que moi-même, je n'avais jamais été sur un plateau de tournage pornographique, je n'avais jamais assisté à un vrai film pornographique. Et j'ai eu la chance avec lui de comprendre comment ça fonctionnait. Et il donnait par exemple une information très intéressante, c'est que tous les acteurs porno professionnels prennent soit des médicaments, ils font même des injections à l'intérieur de leur pénis pour maintenir une érection artificielle. Donc quand vous voyez des hommes comme ça qui tiennent des heures et qui pilonnent comme des malades, c'est tous des gars qui sont artificiellement en érection. Ce n'est pas des érections naturelles. Et ça aussi, ne fût-ce que de dire ça aux gens, ils sont parfois étonnés, ils ouvrent des yeux grands comme ça parce qu'ils pensaient que c'était naturel. Eh bien non, c'est évidemment des acteurs qui utilisent des moyens artificiels pour pouvoir être dans ces conditions-là. Et les actrices aussi utilisent ce genre de techniques qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui se passent réellement. Et donc informer les gens, c'est important. Carrément, carrément. J'aimerais quasiment terminer sur une question un peu plus personnelle pour toi, parce que Toujours, je verrai si je réponds. je vois que tu es un grand fan de sport. Là, actuellement, le sport que tu pratiques le plus, c'est la course à pied. Quelle vision est-ce que ça te donne de pratiquer ce sport-là? Quelle façon d'interpréter la vie est-ce que ça te donne? Donc effectivement, le sport que je pratique, c'est le marathon, qui est un sport, je trouve, effectivement, qui symboliquement est extrêmement fort. Dans la mesure où, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le pratiquent pas, c'est quand même une des épreuves les plus dures parce qu'on ne se rend pas toujours compte, ceux qui ont déjà couru par exemple 20 km, moi j'ai fait beaucoup de 20 km des épreuves, on peut penser que 42 km c'est bon, c'est juste le double. Eh bien non, c'est vraiment un autre univers, quoi. Le corps humain n'est pas fait pour courir 42 km, ça je le crois sincèrement. D'ailleurs, la plupart des médecins sont d'accord avec cette vision. Ce qui veut dire que pour les courir malgré tout, surtout pour les courir à un bon rythme, on doit aller vraiment au-delà de son potentiel. Et ça, je trouve, c'est une leçon de vie extraordinaire. D'abord, c'est la patience. C'est un sport très exigeant au niveau de l'entraînement. On ne peut pas y aller comme ça en touriste. Tout le monde peut faire une partie de tennis si on n'est pas très entraîné. On va mal jouer, mais ce n'est pas grave. Par contre, on ne peut pas se présenter sur la ligne d'un marathon sans entraînement. Donc, ça montre l'importance de l'entraînement. Et dans la sexualité, je pense que c'est la même chose. Ça montre l'importance de la préparation, de l'entraînement. Ça montre l'importance aussi de savoir que quand on fait un marathon, il y a toujours un moment où on sent l'envie d'abandonner, il y a toujours un moment où on a un passage à vide, et c'est d'attendre son second souffle. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à la sexualité, c'est la même chose. Il y a toujours un moment où dans son couple,
dans sa vie personnelle, on passe à travers une épreuve, que ce soit un trouble érectile, un problème d'éjection prématurée, un problème de désir, des douleurs, peu importe. On a toujours dans sa vie amoureuse sexuelle quelque chose qui fait que ça ne va plus à un moment. Et là, je crois que c'est vraiment de toujours garder le cap et de se dire il y aura un second souffle. On ne sait pas quand ce qui vient. Parfois, on cale dans un marathon pendant plusieurs kilomètres, on souffre pendant plusieurs kilomètres. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de second souffle qui fait que tout d'un coup, on retrouve de l'énergie et on parvient à continuer à avancer malgré tout. Et je crois que dans la vie et dans la vie sexuelle, c'est la même chose. Je pense qu'on peut avoir une situation sexuelle qui est très compliquée parce que ça ne va pas bien avec sa partenaire, parce qu'on a perdu confiance en soi, parce qu'on a une maladie, parce qu'on a un problème, parce qu'on a un complexe. Eh bien, c'est de se dire qu'il y a derrière un second souffle. Et ce second souffle, il va toujours venir, mais il faut garder le cap dessus, il faut y croire. Il faut aussi, je pense, la leçon du marathon, c'est qu'il faut aussi avoir les bonnes choses avec soi. Pendant longtemps, j'ai fait des marathons juste à l'eau fraîche. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que si je prenais des compléments alimentaires, ça faisait la différence, ça faisait une méchante différence. C'est qu'effectivement, au bout là, c'est pas en termes de kilométrage, mais c'est en termes d'heures, au bout en général, 2 heures, 3 heures d'effort, il faut aller chercher quelque part des compléments alimentaires parce que le corps a utilisé toute son énergie. Et donc là aussi, en s'équipant bien, en se documentant bien, en allant chercher de l'information sur des tutoriels sur Internet notamment et ailleurs, en parlant avec des professionnels, ça m'a permis aussi de mieux me préparer. Je crois que la sexualité, c'est la même chose aussi. Il ne faut pas avoir cette prétention qu'on connaît tout et que juste si on le fait, ça va bien aller. Il faut s'informer auprès de gens qui ont davantage de compétences. Et moi, pour le marathon, c'est ce que je fais. Je ne suis pas moi-même je n'ai pas un diplôme en éducation physique, eh bien, je m'informe auprès de gens qui sont diplômés, auprès de gens qui ont des compétences et qui peuvent justement m'aider à faire que ce marathon soit quelque chose de plus agréable et que je sois plus performant, que j'aille plus loin, plus vite, plus fort. Mmh. Mmh. Honnêtement, j'adore ta vision sur ce que tu disais en premier lieu sur le fait de pouvoir se dépasser, la nécessité de pouvoir t'entraîner et le fait aussi de savoir que ok, il y a des bas, mais les bas, ils font partie de la vie. Et après, ce qui suit naturellement un bas, bah, si on y met de l'effort, c'est forcément une percée, c'est forcément une montée. Et la récompense est toujours étonnante, hein. Je sais bien que c'est un truc un peu trivial que tout le monde dit, de dire voilà, il y a toujours un cadeau derrière un problème. Mais le fait est que souvent on ne voit pas le cadeau. Or, il est toujours là et il faut avoir aussi cette ouverture de dire voilà, j'ai un problème et se dire où est le cadeau et un peu le regarder. Alors, il ne vient pas toujours le jour même. Ça aussi, le marathon, ça prend la patience. Hein. C'est qu'il vient parfois des semaines plus tard, des mois plus tard ou même des années plus tard. Mais il vient toujours. Et après, souvent, les quelques semaines, les mois, les années, on se dit bah, heureusement que j'ai eu ça. Et j'ai envie de dire à tous les hommes qui ont des difficultés sexuelles aujourd'hui, c'est dire derrière, il y aura un cadeau fabuleux. Vous ne le savez pas encore. Mais peut-être que à cause de ces difficultés, du coup, vous vous êtes pris en main, vous avez découvert autre chose. Peut-être que même vous êtes séparé de votre partenaire. Et derrière, vous avez le cadeau de vous dire à un moment, un soir, avec peut-être la femme de vos rêves, vous dire waouh, j'ai vraiment maintenant la récompense de cette souffrance que j'ai traversée. Et grâce à cette souffrance, je suis aujourd'hui un meilleur amant, un meilleur homme parce que je ne suis pas resté sur ok, ça va, je connais tout, j'ai rien à apprendre. Moi, je vois ça, les milliers de patients que j'ai aidés d'une manière ou d'une autre. Une partie, quand ils me rapportaient les témoignages, j'avais la chance de les revoir quelques temps plus tard, ils me disaient ben, ça a vraiment changé ma vie, ça m'a permis de découvrir tout un univers amoureux érotique que je ne pensais même pas possible. Si je n'avais pas eu ce problème, ben, je ne me serais pas informé, je ne me serais pas documenté, je n'aurais pas essayé de donner le meilleur de moi-même et je serais resté avec mes habitudes un peu classiques, un peu plan-plan, un peu routine que je faisais depuis toujours. Donc vraiment, c'est ça, je pense, c'est qu'il y a derrière une souffrance, quelle qu'elle soit, il y a un cadeau, mais il faut le regarder, il faut le trouver, il faut l'attendre et le chercher. Super philosophie. Avant que je te pose ma dernière question, Oui. où est-ce que l'audience peut te retrouver? Où est-ce qu'elle peut engager avec toi pour connecter encore plus loin? Alors, j'ai mon site internet, donc c'est tout simplement pascaldesutter.fr. Donc, où effectivement, je donne un peu d'informations sur mon actualité, sur ce que je fais, où on peut me rejoindre, notamment pour certains coachings. Je fais maintenant des coachings plus de prise en charge globale, pas spécialement par rapport à la sexualité, mais de manière plus globale, par rapport à la vie, par rapport à des questionnements justement de vie, des questionnements professionnels, et puis d'autres services pour le couple, pour le bien-être donc du couple. Donc voilà, effectivement, on peut me rejoindre sur mon site donc, qui est www.pascaldesutter.fr. Et on mettra un lien en description. Merci.
Ok. Dernière question du coup. Oui. Tous tes travaux qui sont franchement fabuleux. Enfin, c'est vraiment de l'angle avec lequel je le regarde. Je trouve ça vraiment un très bel accomplissement. Et finalement, quelle serait la ligne directrice que tu donnerais à ta mission? Quel est le sens de ton travail? Ben, ma mission, si je peux la résumer en une phrase, c'est vraiment permettre à un maximum de personnes d'atteindre le bonheur amoureux et sexuel. Et c'est d'autant plus important pour moi que c'est quelque chose que on ne peut jamais nous retirer. Je veux dire, il y a des libertés qu'on peut nous retirer, on peut nous enfermer dans certaines circonstances, mais on ne peut jamais nous empêcher de vraiment choisir le bonheur amoureux et sexuel. Et vraiment, pour moi, c'est ma mission essentielle parce que je crois aussi que quelque part, plus les gens sont heureux, épanouis dans leur vie sexuelle, plus ça amène du pacifisme. J'ai également, dans un livre, un chapitre très important où j'expliquais qu'il y avait vraiment une corrélation, et elle a été découverte déjà par un grand explorateur français qui s'appelle Bougainville, qui effectivement avait observé que dans les îles où il y avait une grande liberté sexuelle, un bonheur sexuel, eh bien, il y avait très très peu de guerres, très très peu de violence. Inversement, dans les sociétés où il y a beaucoup de frustration sexuelle, beaucoup de malheur sexuel, beaucoup d'oppression sexuelle, il y a énormément de violence. Donc, je pense que ma mission, et d'ailleurs tu partages cette mission et je te félicite, hein, vraiment je trouve chouette que de nouvelles générations prennent leur lait, cette mission d'aider les hommes et les femmes à mieux s'aimer, y compris sur le plan sexuel, assumons-le, y compris sur le plan érotique, ça contribue pour moi à la baisse du terrorisme, ça continue à la baisse de la guerre et ça continue à créer un monde meilleur. Parce que je ne peux pas imaginer une société heureuse où les gens sont frustrés sexuellement, ou sont déçus, ou ont une vie sexuelle médiocre. Au contraire, je me rends compte que dans les sociétés où il y a une plus grande ouverture sexuelle, comme le Danemark, par exemple, qui est une des sociétés au monde où il y a le plus de liberté sexuelle par rapport aux femmes. Les femmes sont plus respectées, elles sont plus libres, il y a plus de liberté sexuelle, on parle davantage de sexualité, et le pays au monde où apparemment le niveau de bonheur est le plus élevé. Et à contrario, dans les pays où il y a une grande oppression sexuelle, on voit que ce sont des guerres permanentes, c'est de la violence, et donc ça ne se passe pas bien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ma mission, et finalement c'est la tienne aussi, qui est d'aider les personnes à être plus épanouies dans leur vie sexuelle, et bien ça rejoint une mission beaucoup plus large qui est de permettre à ce qu'il y ait plus de bonheur, moins de violence sur l'ensemble de la planète. C'est magnifique. Merci beaucoup, Pascal. Merci Pierre. Merci, très chaleureux. Et je te souhaite une très bonne continuation. Toi aussi, Merci. pour ta mission.